Bonjour, bon aujourd'hui on va parler de la phénoménologie de l'esprit d'Hegel. Les relations entre la foi et la raison. Euh, je préfère vous dire déjà dès le départ, on va dire que la phénoménologie de l'esprit d'Hegel, c'est un sacré pavé, que c'est pas simple, ça demande à être décrypté. Donc là, en fait, on parlera un petit peu d'une sorte de globalité, mais surtout de passage du livre. Voilà. Alors, la phénoménologie de l'esprit d'Hegel, c'est la conscience qui devient esprit pour dépasser l'individuel subjectif et atteindre l'universalité véritable. C'est le point de vue d'Hegel. Il dit des choses très intéressantes, notamment il emploie des personnages illustrant la vie de l'esprit comme le brigand révolutionnaire, qu'on verra un peu plus loin, l'idéaliste et la belle âme. Donc ce sont des concepts donc pas indépendants de la réalité. Une vie avec grandeur, mais aussi échec et illusion. Alors, comment les gens s'identifient à leurs croyances qui peuvent mener au désespoir et à l'errance, en particulier, par exemple, pour brigands révolutionnaires, pour en citer qu'un. Et il y en a d'autres, bien évidemment. Donc, en fait, la foi, c'est une certitude du sujet, c'est une certitude subjective. C'est essentiel dans la vie de l'esprit, sinon impossibilité de se retrouver dans les choses ou les autres, car l'esprit, il disparaîtrait. La reconnaissance de soi dans l'autre, c'est une manifestation de l'esprit. L'esprit devient objectif quand il se reconnaît dans le monde. Donc, en fait, pour arriver à cela, il y a toute une dialectique, toute une des étapes. On va citer un exemple. L'homme est je, mais se reconnaît à travers ses propriétés. Il modifie son bien, donc il le transforme, il voit sa vie en acte. Pour Hegel, un esprit concerné que par lui-même, une subjectivité close, ne pourra se réaliser en tant qu'esprit. Voilà. Sujet de droit, donc volonté personnelle incorporée dans la figure de l'État, entité soumise à la loi du temps, qui est l'État. L'État est le contenu des individus. L'esprit n'est pas encore objectif, car État, c'est une réalité contingente et finie. Déploiement de la pensée dans le monde. L'esprit est le subjectif et l'objectif. Et l'esprit absolu est Dieu. Donc là, le début, je vous avoue, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre pour vous, mais accrochez-vous, la suite, il y a vraiment des concepts très intéressants. La conscience n'est pas donnée une fois pour toutes par la nature, mais elle se développe et se forme à travers l'histoire pour devenir le savoir absolu. J'ai noté entre parenthèses quelle prétention. Bon, après, voilà, c'est la vision d'Hegel. Foi et raison, donc, c'est pas figé, c'est un mouvement donc dialectique. Exemple, la conscience malheureuse. C'est une foi déchirée entre sa conscience de la perfection et son imperfection de nature. On y verra plus précisément un petit peu plus loin. Cependant, c'est une étape nécessaire vers la clarté. La raison, en fait, clarifiant le concept. Ce n'est pas la conscience malheureuse qui effectuera son dépassement, mais la raison observante. Raison, en fait, la raison, donc pour Hegel, c'est la certitude de la conscience d'être dans sa singularité, absolument en soi ou d'être toute réalité. Rien à voir avec l'idéalisme. Ici, la réalité est une réalité pensée matérialiste.
Cela dit, la raison n'est pas le dernier mot de la pensée, car trop marquée à cet instant par l'individualité de celui qui la pense. On verra ça aussi à travers les figures plus loin qui sont étudiées. Certes, s'élève à l'université, pas l'université, lapsus, l'universalité, mais par celui qui pense individualité. Certitude de la vérité alors que c'est encore tromperie. Pourtant, c'est une étape nécessaire, le terroriste, l'artiste. Subjectivité qui est transformée en objectivité, objet d'art par exemple. Sa raison en ce sens n'est pas sa raison, elle est l'esprit. Lieu de l'esprit, pas l'individu, mais la société dans laquelle il vit. Foi, conviction individuelle, religion collective et publique. Elles sont liées. Vérité et certitude, donc jamais atteinte dans ce livre. Oui, parce que donc, il a fait plusieurs livres, hein, Hegel, et dans celui-ci, donc la vérité et la certitude ne sont jamais atteintes. La vérité échappe toujours à la conscience qui croit pourtant l'attraper. L'absolu lui fait voir cela. Haute notion, la croyance coupe le sujet de l'objet. Dieu ne peut être croyant puisqu'il est substance. L'absolu renvoie donc au sujet qui a fait du monde sa substance. Souffrance de l'esprit. Donc pour atteindre le vrai, c'est un long chemin. C'est une dialectique, une vraie souffrance. L'esprit s'ouvre, il se retrouve dans une figure, dans une autre figure. Il est constamment en souffrance. C'est faire en fait la science du sens commun pour faire philosophie. Le logos se saisit de lui-même. Ensuite, dans Encyclopédie donc, des sciences philosophiques, donc écrit par Hegel, le logos se dira de lui-même et ne partira plus du sens commun. Part d'une conscience non altérée, donc la phénoménologie, coupure entre le sujet et l'objet pour se reconnaître dans le monde. On passe ensuite au savoir absolu, identité totale, réconciliation du sujet avec l'objet et vice-versa. Substance qui s'est faite sujet. La pensée va découvrir qu'elle a toujours été avec soi-même sans le savoir. Elle avait déjà la vérité qui demandait un passage par la souffrance de l'esprit pour se réaliser. Bon, c'est quand même... il y a des choses qu'il dit, Hegel, qui sont vraiment très intéressantes. La conscience, donc on va commencer, on va faire un petit peu du décryptage. Donc la conscience, coupure du sujet-objet. En fait, c'est ça la conscience, c'est la coupure du sujet-objet. Il croit la vérité dans l'objet, donc à l'extérieur de lui-même. L'objet qu'elle croit immédiat, non altéré, est en fait une perception. Il y a un retournement dialectique qui s'effectue. La conscience comprend que la vérité n'est plus dans l'objet, mais en elle. C'est comme une sorte de projection, on peut dire. Elle pense la chose, n'est pas la chose, apparence immédiate. Mais ce que la science découvre. La conscience de soi. La conscience présuppose, déjà la conscience que je viens de parler, elle présuppose la conscience de soi. Forcément, il faut un sujet pour penser l'objet. Conscience de soi, c'est égal la vérité de l'objet. Sans le sujet, l'objet, il est. Avec le sujet, l'objet est le moi. D'où un petit peu, pour moi, cette interprétation de projection. Je crois que la projection, c'est plus une expression peut-être du langage des psychologues. Conscience de soi, consommatrice et destructive. Elle détruit l'objet assimilé car elle croit la vérité en elle et plus dans l'objet. Mais elle découvre ainsi la dépendance à l'objet. Comme la reconnaissance de soi dans un autre, mais elle ne peut être humiliée comme l'esclave. Sinon, non-reconnaissance, car l'autre, selon Hegel, est nous-mêmes. C'est se rendre justice à soi-même. La vérité de la conscience indépendante est la conscience servile. Dixit aussi la Boétie, un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Morale politique. Tandis qu'Hegel, c'est une anthropologie fondamentale. Donc,
anthropologie, un mouvement donc, comment on dit, ça nous en apprend sur l'homme, on va dire, on peut dire quoi, que c'est une science de l'homme. Si l'esclave tue le maître, ça c'est dans sa dialectique donc entre la dialectique du serviteur et du maître, il deviendrait sûrement un tyran à son tour. Donc il faut qu'il intériorise sa peur de la mort pour, à son tour, alors j'en suis, ouais, voilà, et pour approfondir, je pars de mes notes, donc excusez-moi si c'est un peu confus. Qu'il intériorise sa peur de la mort pour approfondir la vérité de la conscience de soi. Qu'il intériorise sa peur de la mort pour approfondir la vérité de la conscience de soi, comme un sage stoïcien. Seule vérité, fortitude de la conscience de soi, extérieur n'est rien. L'intériorisation menant à la liberté intérieure. Découverte, donc cette découverte, mène à la conscience malheureuse par le scepticisme. Liberté est égale anéantissement de la certitude de la conscience de soi. Donc vérité, elle est ni dans l'objet ni dans le sujet. C'est ça, on va dire, qu'on peut retenir plus facilement, c'est que la vérité, elle est ni l'objet ni dans le sujet. Donc où est-elle ? Menant au scepticisme, c'est la dissolution des certitudes. Cependant, loin d'être le dernier mot de la dialectique philosophique, ça continue. Donc derrière, cette dialectique, elle mène à la raison. Il n'y a plus de coupure sujet-objet. Elle se reconnaît dans le monde d'être toute réalité. Pensée donc idéaliste. On ne consomme plus le monde et il n'est plus illusion. On essaye de le comprendre pour que sa permanence devienne essentielle pour le sujet. Conscience face à elle-même, observant le monde pour le faire sien. Il cherche à le connaître en le préservant et ne l'utilise plus comme sa chose. Le sommet de la raison est le fait que l'individu se retrouve dans le monde ainsi que sa part d'universalité. La loi n'est pas inventée par l'individu, elle existe avant lui. Une sorte de raison universelle, ce que la pensée découvrirait en droit. Raison du monde, la loi est l'œuvre de la conscience. Et après, il y a l'esprit. Donc, la conscience de soi, raison, esprit. Dans le livre 3, donc chapitre, l'esprit, la religion, le savoir absolu. La raison est dans l'histoire, produit. Les hommes sont des produits donc d'une histoire qui les dépasse. Ils font l'histoire, les hommes, mais tout en la subissant. Ça, c'est une réflexion aussi très intéressante. Donc après, représentation, donc petit 1, représentation de la connaissance pour découvrir l'absolu. Impossible car enfermé dans des représentations qui de fait déforment la réalité, car sa conception de la vérité. Scepticisme naturel menant à la crainte de la vérité. C'est le scepticisme, c'est un moment du concept hégélien. Donc, et douter dès lors du doute. Ensuite, il y a une critique de la crainte, en deuxième, de la vérité. Égale critique cette attitude. Il faut douter du doute et revenir à la science. Troisièmement, nécessité de la phénoménologie de l'esprit. Il faut laisser la science se dire. Quatrièmement, limite de cette approche, elle n'est pas encore science dans sa vérité, elle est désespoir. Elle croit être dans le vrai, mais ne l'est pas encore. Chemin du doute, du désespoir, formation de la conscience. Sceptique pur et dur, tout est douteux pour un sceptique pur et dur. Mais en faisant cela, il oublie que toute erreur n'est pas à mettre sur le même plan. Conscience naturelle en reste au désespoir pour connaître le vrai. Dire la vérité en philosophie, ce n'est pas énoncer des propositions vraies, mais c'est développer des idées dans sa logique propre. La conscience outrepasse le limité, subissant la violence venant d'elle-même. Exemple, le stoïcien croit trouver la vérité dans la représentation limitée. Donc, pas dernier mot de la pensée, mais forme préparatoire de la raison. L'angoisse est donc la peur de la perte de la vérité, de la conscience, ne pas conserver son concept sans le détruire, menant au narcissisme, vanité, crainte de la vérité angoissée. Conscience se limitant soi-même, refusant
la logique de son développement. Relativisme, niant toute chose sur le moi triomphant. Opposition des personnes plus rassurantes, affirmer sa vérité sans la perdre. C'est l'être pour soi. Fuis l'universel pour égal. Petit 5, laisser la conscience se dévoiler elle-même. Phénoménologie sera son libre développement, parviendra à la science. La conscience va essayer de comprendre la vérité de l'objet et la vérité du savoir. Savoir, c'est un concept, le vrai, l'objet. Concept correspond-il à l'objet? Donc ce n'est pas à partir de nos propres mesures qu'on parviendra à la vérité. Vérité, développement cohérent. Donc, connaissance, pas pure passivité, c'est une dialectique. Restez avec moi. Là, on passe à des choses qui sont plus simples à comprendre. Parce que tout ce début, j'avoue que c'est pas simple. Même s'il y a quelques petites choses que vous allez capter. Donc, on va parler de la conscience malheureuse, la scindée, conscience de sa mortalité et conscience de l'immuable. Malheureuse car ne peut rejoindre l'infini. Provient du scepticisme selon Hegel dû à son inconsistance. Unité immédiate qui fait qu'on croit que l'immuable est la conscience d'un autre. Dieu. Voilà. Genre, on se représente Dieu comme ça, Dieu est immuable, Dieu est infini, et nous, on a conscience de notre mortalité. Seulement, c'est coincé dans des représentations. C'est notre imaginaire, on peut dire. Seulement, imaginaire nourri, bien sûr, par des discours, voilà, mais bon, là, c'est pas le sujet. Seulement, cette partie immuable, elle fait partie de notre conscience. C'est là où il dit, en fait, que c'est une sorte d'anthropologie. Anthropologie, ça veut dire quelque chose qui est propre à l'homme, qui est propre à l'homme. Mais l'immuable qui s'est, voilà, on va dire, dans l'histoire et qui s'est singularisé dans le Christ. Mais conscience de soi, par son narcissisme, rend impossible toute vérité de l'absolu. La ferveur, ensuite, donc il y a la ferveur. La ferveur, elle cherche l'absolu dans les choses, dans la singularité, par exemple dans les reliques. Mais l'identification est impossible, donc il y a déception, car elle découvre que la vérité, l'absolu, est en elle, donc toujours dans cette sorte d'anthropologie. La conscience, c'est finalement quelque part, j'allais dire, c'est ça qui est un peu terrible. Peut-on dire alors que tout est conscience? Bon, ça c'est moi qui l'ai écrit entre parenthèses, mais des fois j'écris des choses et après je reviens dessus, je me dis mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? La piété cherche Dieu à travers le travail de l'homme lui-même. C'est une conscience brisée, car elle ignore ce qu'elle regarde, c'est elle-même. Monde apparaissant comme néant, juste pour affirmer sa conscience d'elle-même et immuable l'œuvre de Dieu. L'homme pieux, conscience de soi, certitude de soi, mais pas encore parvenu à la raison, car la raison trouve autant sa vérité dans le monde qu'en elle-même. L'homme de raison ne cherche pas un au-delà, immuable, inscrit dans le monde. Voit de la nature pas étrangère à la nature, mais permanente. Elle voit l'immuable à ce stade, alors que ce n'est que son action propre. La piété cherche à se reconnaître dans les choses qu'elle transforme, mais ne peut le faire totalement, car elle croit que son action vient de Dieu. Donc, elle ne peut se reconnaître dans l'immuable. Elle est dans une imagination sans fondement, sous forme d'hypocrisie. Elle est à l'origine de tout, mais l'approprie à Dieu. Ensuite, il y a la mortification. Il découvre sa singularité, son petit moi, par exemple, la bête à abattre. Focus sur cette singularité, elle, la conscience, se concentre sur l'insignifiant, qui l'éloigne de l'immuable. En transformant le monde, la piété, elle découvre sa singularité. Seul avec lui-même, pauvre et malheureux, pas dans la discussion rationnelle et qui pourrait le rapprocher de Dieu, car c'est ça qu'il veut. Alors il fait des jeûnes, des mortifications, la mort peut-être. Ses actions sont pour s'unir à Dieu, mais plus il se mortifie, plus il se concentre sur sa singularité, ce qui est assez, on va dire, logique.
quand on lit cette phrase, elle est vraiment très éclairante. Plus il se mortifie, plus il se concentre sur sa singularité et moins il approche l'universalité. Il manque donc un médiateur. Il manque donc un médiateur, le prêtre. Pour voir si sa mortification est vraiment sincère, renonce à sa liberté individuelle, le moi, pour le moi de tous les autres, par le biais de la communauté de l'Église et de ses dogmes. Renoncement à ses biens, par exemple, à sa jouissance. Le prêtre va lui donner sa direction pour aller vers Dieu. Même si ce renonçant accomplit des rites qu'il ne comprend pas, les messes, elle est certaine de s'être dépouillée de son moi et atteint l'universel. Mais de manière négative, car ce n'est pas de son propre vouloir qu'on appellera la raison. L'universel reste encore étranger au mortifié, car scindé extérieur. Il ne sait pas encore ce qu'est l'universel. À la suite de ça, la raison observante émerge. Alors ensuite, nous allons parler de la loi du cœur et du délire de présomption, qui est très intéressant. La raison s'intéresse donc maintenant au monde de manière universelle, la certitude d'avoir sa présence dans ce monde de manière infinie. Ici, la raison est bonheur, de penser et d'être. Plus de coupure être et penser. Cependant, attention aux difficultés à laquelle cette méprise va mener. Dans les cités antiques, il y avait des normes et valeurs, pas de place à la conscience de soi. Pour bien vivre, il fallait se conformer à ces valeurs, éthiques de la cité, universelles atteignant la singularité. Mais dès que l'individu s'interroge sur son droit, cela s'effondre. Et tout à fait, et ça c'est tout à fait juste et très intéressant et très intelligent de le faire remarquer, de le dire. Il perd le bonheur de la cité, mais acquiert la raison. Bon, à mon sens, ils avaient sûrement aussi de la raison avant, mais effectivement, le droit est venu apporter une autre vision. L'éthique n'est pas seulement les valeurs d'un groupe. L'universel, en ce sens, ne correspond pas à un seul groupe. La conscience singulière est à soi-même son essence, plus l'universel qui lui est essence. Elle peut ainsi s'opposer aux lois d'un pays. Certitude de conscience de soi singulière, jouissance de soi-même. Étudions la figure du brigand révolutionnaire, avec la loi du cœur qui doit s'imposer aux autres. Certaine d'avoir la loi en elle, le bien de l'humanité, donc l'universel, plaisir individuel et de l'humanité liés. C'est une certitude immédiate, pas immédiate, mais immédiate. Pour Hegel, cependant, le révolutionnaire est formé aussi, voilà, est formé aussi par la loi commune qui mène ses actions et qu'il veut détruire au bénéfice de sa loi du cœur. Cependant, quand il réalise cette loi du cœur, il voit ses idéaux trahis, dépossession de lui-même, exposer son ordre ne trouve plus le sien. Alors ça, je trouve ça mais tellement joli et sûrement peut-être vrai à certains égards aussi. Car en fait, ses idéaux n'étaient pas universels, mais lui-même, c'était ses affects. Ensuite, la loi du cœur se confrontant avec d'autres lois du cœur, communément admises, même si elles sont de mauvaise grâce, le révolutionnaire découvre cela, le conduit au dérangement, à la folie. Bon, alors après, moi je fais des petites parenthèses aussi. Il y a des révolutions qui ont été adoptées et qui ont sûrement été, comment on dit, bonnes, entre guillemets, on va dire bonnes, qu'il fallait mener, quoi. Donc voilà. Mais bon, là c'est sûrement d'une autre chose qui parle. Donc pour ne pas voir sa conscience détruite, il attribue sa perversion aux autres. Il refuse l'ordre du monde et sa nécessité. Il découvre que le monde extérieur est certes défaillant, mais le sien peut être pire encore. Alors je me demande si Hegel n'influe pas aussi un petit peu quelque part, parce qu'il était un peu je pense dans le droit, je ne sais pas où il traînait trop, alors est-ce qu'il ne voulait pas influencer de par son grand esprit un petit peu les masses rebelles de l'époque? Je ne sais pas.
c'est une supposition. Faisait-il juste une sorte de constat. Donc, effondrement. Voilà, donc moi je mets entre parenthèses, voilà, j'ai mis, alors c'est peut-être un petit peu naïf, un petit peu léger, je dis je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui font évoluer les lois, comme Martin Luther King, de façon certainement nécessaire et positive. Même si la loi extérieure n'est pas parfaite, elle a déjà fait ses preuves. Alors, oui, ça, on peut le dire, il y a des systèmes qui tournent. On peut penser à, je crois que c'était Staline qui avait voulu instituer un certain mode de fonctionnement et puis qu'il a vu finalement que ça ne fonctionnait pas, donc il a été obligé de revenir en arrière, du coup. Même si la loi donc extérieure n'est pas parfaite, elle a déjà fait ses preuves. La sienne n'a jamais été éprouvée. Donc il y a un écart entre le visé et le dit. Ce n'est pas parce qu'il vise le bien qu'il réalise le bien. Voilà. Après, moi, là, j'ai mis entre parenthèses aussi une grosse, on va dire, un gros point noir sur toute notre histoire de l'humanité. J'ai mis on ne peut s'empêcher de penser à Hitler. Voilà. Quel bien voulait-il viser, quoi? Et l'a-t-il réalisé? Je pense que vous avez la réponse à cette question. Foi au sens large et pas nécessairement religieuse. Foi individuelle faisant peu de poids face aux institutions étatiques ou religieuses, dans le sens d'atteindre l'universel. Ensuite, on peut parler du règne animal de l'esprit et la tromperie ou la chose même. Avec la loi du cœur, la certitude de soi se brise sur le réel, car d'autres lois du cœur. Avec cette étape-ci, réel en soi, le concept, et pour soi, dans les faits. Règne animal, c'est une inspiration créatrice première, mais tromperie car visée inaccessible. L'œuvre des œuvres. Elle est une œuvre, mais parmi d'autres œuvres. Dans les figures précédentes, le réel était un obstacle, car souvent contraire à ses volontés. On le voit avec Lénine, voilà, j'en parlais tout à l'heure, qui a dû rétablir le capitalisme pour un temps, car l'économie ne pouvait supporter une collectivisation. Dans cette figure-ci, la conscience pense un objet qui est en... Oui, je me suis trompée tout à l'heure, moi j'ai dit Staline. Lénine, ne nous trompons pas sur les noms. Donc un objet qui est en fait elle-même. Alors où j'en suis? Donc dans cette figure-ci, la conscience pense un objet qui est en fait elle-même, catégorie, égale à soi-même dans l'autre. Le moi est une catégorie. Je, donc sujet, suis un peintre, prédicat. Libre adhésion, ne s'opposant pas au réel, il se trouve dans le réel. La juste compréhension est de se trouver dans l'autre, à part pour le narcissique. Soit il les méprise ou ignore. Bon, ça c'est une réflexion, ça c'est pas ma réflexion personnelle, c'est la réflexion on va dire d'un autre philosophe. Voilà, personnel, oui. Ce n'est pas une affirmation de son individualité, car il nierait son monde, serait en opposition avec lui. Ce n'est plus l'idéalisme, puisqu'il y a accomplissement dans l'acte, singularité donnée par la nature et non historique. Il n'y a pas d'obstacle car elle se réalise elle-même dans quelque chose d'autre qu'elle-même. Talent, coloration spéciale de l'esprit, talent menant au but. En soi, la conscience a déjà un talent, mais il ne s'est pas encore réalisé pour soi. Donc, il y a foi. C'est ce qu'on nomme vocation. L'acte doit se réaliser pour voir s'il y a talent ou imposture. Pour renforcer la croyance, il faut des preuves. Peu importe le résultat. L'individu trouvera bien dans le monde ce qu'il est. Il faut déjà une appétence pour un art ou discipline. Tant que le créateur réalise son œuvre, il communie avec elle, avec lui-même. Une fois finie, elle est autre. Dépossession, au-dessus de la critique pour le meilleur et pour le pire. Elle devient l'objet des autres comparé, nécessité incontournable. L'œuvre devient un objet universel.
Cette universalisation peut détruire la foi qu'un individu a en lui. C'est pas le dernier mot de la raison à travers cette figure, raison commune. L'individu qui croit réaliser une œuvre universelle a souvent son sceau de l'individualité caché derrière, genre message universel pour foi individuelle, affect. Qui sont les affects? Oui, voilà. Comme quoi on voit que l'universalité, finalement, c'est en gros, c'est ça un peu la leçon du truc, c'est que l'artiste ou le brigand qui pense que c'est l'universel qui veut changer ou qui veut atteindre, et ben en fait, c'est sa singularité. Donc en conclusion, juste une nuance dans le travail scientifique, il ne s'agit pas de croire mais d'expérimenter pour affirmer ou pas des idées avancées. Foi est une nécessité dialectique, c'est un cheminement vers l'absolu. Voilà, donc toujours selon Hegel. J'avais fait des notes un petit peu en plus parce que ce cours, on peut dire, je l'ai trouvé assez difficile à décrypter quand même. Donc, savoir spéculatif de l'absolu, c'est savoir de l'être général ou plus immédiat. Science qui se fait métascience, philosophie de système. La science peut s'organiser que par la vie propre du concept. Concept foncièrement libre en sa vérité. Réconciliation du sujet et de l'objet, du soi et du tout. L'esprit jouit de son absoluité. Science ne rentrant tout de même pas dans ce qu'elles ont de positif. Voilà, je prends des sciences positives, sûrement il doit parler de la physique ou des choses comme ceci ou cela. L'immédiateté contient la médiateté. Tout se contient dans l'autre, c'est un peu la dialectique d'Hegel. Voilà un petit aperçu de la phénoménologie de l'esprit d'Hegel.